Bonjour Gabriel Attal. Bonjour. Alors, la lutte commence, ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon sur son blog. La France Insoumise compte investir le mouvement étudiant qui débute aujourd'hui. Est-ce que vous croyez qu'on est au début d'un bras de fer ? Il y a une tentative d'instrumentalisation de la jeunesse par la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Elle ne date pas d'aujourd'hui, ça fait plusieurs mois qu'ils essayent. Je pense que ça révèle deux choses. D'abord, la faiblesse de Jean-Luc Mélenchon. En fait, il demande aux jeunes de mener le combat qu'il n'est pas capable de mener politiquement face au gouvernement. Vous savez, moi je suis rapporteur du texte, j'étais dans l'hémicycle pendant plusieurs semaines en commission. La France Insoumise n'a pas proposé une seule solution alternative à celle qui est proposée par le gouvernement. Et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon nous explique, voilà, je n'arrive pas à proposer une alternative, donc mon seul moyen de m'opposer au gouvernement, c'est de faire sortir les jeunes dans la rue. Il les fait sortir c'est sur méprisant, un mot. c'est méprisant pour les jeunes. Il les fait sortir sur un mot qui leur fait peur, celui de sélection. Alors j'ai quand même regardé dans le dictionnaire ce que ça veut dire, sélection, l'action de choisir les personnes ou les choses qui conviennent le mieux. On est exactement dans ce que vont devoir faire les universités lorsqu'elles vont devoir sélectionner certains dossiers de bacheliers. Non, le sens de cette réforme, c'est de dire qu'il y a 60% d'échecs aujourd'hui à l'université. Et pourquoi il y a de l'échec ? Parce que les jeunes sont mal informés. Quand ils sont au lycée, ils sont mal orientés, ils vont dans des filières qui ne sont pas faites pour eux, qui ne correspondent pas à leurs attentes et ils échouent. Il y a un deuxième constat qui est celui qu'on a dû tirer au sort ces dernières années pour entrer dans certaines filières en tension et que ça, c'est évidemment inacceptable parce que c'est ce qu'il y a de plus injuste. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On informe mieux les jeunes sur les différentes filières en leur disant voilà comment il faut réussir, voilà comment faire pour réussir. Ça, on le faisait jusque-là. Ah non, on ne le faisait pas. Ah bon ? Il n'y avait pas d'attendus qui permettent de fixer les critères qui permettent de réussir dans les différentes filières. On fixe ces attendus, on demande aux jeunes de motiver leur volonté de poursuivre dans une filière. Si la filière n'est pas en tension, tous les jeunes sont acceptés et peuvent poursuivre dans cette filière. Et à ce moment-là, ces attendus, ils servent à leur proposer un accompagnement pédagogique. Vous comprenez bien que les gens qui vous regardent se disent tiens, est-ce que, du coup, dans le vocabulaire de La République En Marche, la sélection, c'est devenu les attendus ? Est-ce que vous jouez sur les mots ? Non, justement, au contraire. Moi, je pense qu'il faut sortir un peu du débat sémantique et arrêter avec les mots épouvantail. Sélectionner, ça veut dire quoi ? Ça voudrait dire fermer la porte de l'université à certains jeunes parce qu'on considère qu'ils ne correspondent pas à l'université. C'est faux. Tous les jeunes qui souhaitent poursuivre dans le supérieur pourront poursuivre dans le supérieur. Pas forcément dans les filières qu'ils pour ça. souhaitent. Dans les filières qu'ils souhaitent, c'est évidemment la priorité. Si les filières sont en tension, effectivement, les universités devront ordonner les différentes candidatures. Nouveau, vous en convenez ? Oui, c'est nouveau. Mais ce que je veux dire, c'est que l'objectif de cette réforme, c'est justement qu'il n'y ait plus de filières en tension, ou qu'il y en ait le moins possible. Parce que les jeunes auront été mieux informés, mieux orientés en amont, parce qu'on crée des places. On en crée quand même 28 000 à la rentrée prochaine. Voilà. L'enjeu, c'est la réussite des jeunes dans le supérieur. C'est le premier objectif. Techniquement, est-ce que ça marche ? On se souvient de la précédente mouture qui avait été un fiasco. Est-ce que là, pour le coup, techniquement, est-ce que c'est opérationnel ? C'est tout à fait opérationnel. La plateforme Parcoursup a été lancée le 15 février, le 15 janvier, pardon. Ouais. Depuis le 22 janvier, les jeunes peuvent déposer des vœux sur la plateforme. Moi, ce que je peux vous dire, vous annoncer, c'est qu'au bout d'une semaine de fonctionnement de cette plateforme, plus de 200 000 vœux ont été déposés sur la plateforme. Ce chiffre ? Ça 200 000, est-ce que c'est beaucoup ? D'abord, ça veut dire que les jeunes ont commencé à s'emparer de cette plateforme et qu'elle fonctionne, c'est-à-dire en termes d'information, qu'ils savent comment faire. Et puis ça veut dire que l'outil fonctionne techniquement, puisque 200 000 en une semaine, c'est quand même beaucoup, et ça fonctionne. Voilà, donc on continue. Et alors, il y a une autre inquiétude, il y en a beaucoup sur ce dossier, dès qu'on touche naturellement aux universités, c'est les facs elles-mêmes qui se disent, en gros, ça va être très compliqué de faire ce... Alors, on ne va pas dire sélection, de faire ces attendus, en tout cas de travailler sur les dossiers des bacheliers. Comment est-ce que vous allez rassurer les universités ? On les rassure d'abord parce qu'on a mis des moyens supplémentaires. Je rappelle, la ministre a annoncé 1,5 milliard sur 5 ans pour accompagner cette réforme. On met des moyens supplémentaires pour accompagner financièrement les personnels qui vont être concernés par l'étude des dossiers. 6 millions d'euros ont été annoncés en indemnité pour les personnels. Et puis, moi, ce que je veux rappeler, c'est que toutes les universités aujourd'hui savent étudier des dossiers parce qu'il y a des filières sélectives à l'université. Donc il s'agit de systématiser un processus d'étude, d'examen de dossiers qui existe déjà. Et pour ça, on va mettre en place un module d'aide à la décision. C'est le ministère qui l'a annoncé. Dans les prochaines semaines, les universités recevront un module informatique. C'est quoi un module ? C'est un logiciel informatique qui leur permet justement d'examiner les candidatures des jeunes sans se baser uniquement sur les notes. Parce que les notes, c'est important, mais c'est quand même pas le seul sujet. Mais ça veut dire que c'est informatisé, que c'est déshumanisé ? Pas du tout, au contraire. Justement, cette réforme, elle remet de l'humain dans le processus. C'est-à-dire qu'il y a un examen humain, mais il faut pour ça être accompagné et il y aura l'outil technique pour le faire. Il paraît qu'à chaque fois qu'il y a des étudiants, des lycéens dans la rue, l'exécutif tremble.
Est-ce que c'est le cas? Non, je crois pas. Parce que Non. vous savez, moi je suis jeune. Et donc Encore jeune, oui. je connais beaucoup de jeunes, y compris des étudiants. Et comme les Français, ils sont attachés à la justice. Et il n'y a rien de plus injuste qu'être tiré au sort. Voilà, on veut pouvoir poursuivre ses études dans le supérieur parce qu'on en a l'envie, la motivation, les compétences. Et c'est ce que permet cette réforme. Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté d'avancer sur le service national universel. Il a expliqué qu'il ne s'agissait pas de réinventer le service militaire. Est-ce qu'on sait à quoi ça va ressembler? Parce qu'on avait l'impression que ça avait été tranquillement enterré, cette promesse présidentielle. Au contraire, on n'enterre pas de promesses du président de la République et d'engagement du président de la République. C'est la marque de fabrique de notre majorité. À quoi ça va ressembler? Un groupe de travail va être mis en place dans les prochains jours et remettra une proposition technique précise en avril. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que l'idée, c'est d'avoir un service national universel pour tous les jeunes d'1 mois qui permettra de réinsuffler du collectif chez les jeunes. C'est très important. Et surtout, moi, c'est ce qui me tient à cœur et c'est ce qui tient à cœur au président de la République, d'ouvrir une porte vers l'engagement. Mais on sait ce qu'ils vont faire pendant 1 mois? C'est ce qui va être défini là. Mais il y a déjà des idées qui circulent. Ça ressemblerait à quoi? Être sur le terrain avec des personnes qui assurent la sécurité, qui assurent la tranquillité publique. Ça peut être des militaires. Moi, je pense que ça peut être l'ensemble de ce qu'on appelle les corps en uniforme, c'est-à-dire y compris des policiers, des pompiers, des gendarmes. Vous ne croyez pas qu'ils ont autre chose à faire? Parce qu'il y a certains militaires qui nous écoutent ce matin et qui pourraient se dire, franchement, il y a déjà eu une grogne dans l'armée sur le manque de moyens, le manque parfois d'effectifs. Est-ce que ce n'est pas une charge supplémentaire que vous allez demander aux militaires? Non, justement, le président a été très clair là-dessus. Budgétairement, ce n'est pas l'armée qui payera. Oui. Moi, je pense que les militaires sont tout à fait à même de faire ce travail. Vous savez, aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent sur la base du volontariat, ce qu'on appelle le SMA, le SMV. Les militaires savent être au contact des jeunes et leur porter un certain nombre de valeurs et échanger avec eux. Donc, un mot sur Mathieu Gallet. Le CSA a décidé de révoquer Mathieu Gallet et ses avocats estiment qu'il y a eu des pressions de l'État. Est-ce que vous allez nous dire ce matin que c'est une décision du CSA indépendant? Absolument. C'est une décision qui a été prise en toute indépendance. Le CSA, c'est le seul organe qui peut nommer et démettre des dirigeants de l'audiovisuel public. Il a pris sa décision en toute indépendance et c'est pour ça qu'il faut la respecter. Vous pensez qu'il n'a pas entendu les mots de Françoise Nyssen, qui étaient pourtant assez clairs vis-à-vis de Mathieu Gallet? Elle a tiré toutes les conséquences de sa condamnation. Elle a appelé Mathieu Gallet à l'époque, avant que le CSA ait ouvert sa procédure, à s'interroger lui-même sur sa capacité à poursuivre sa mission après la condamnation, je le rappelle, par la justice. Le CSA a pris sa décision en toute indépendance sans... Vous dites ce matin, il n'y a pas eu de pression de l'État. Ah oui, je le confirme. Sur l'intérim, on sait comment ça se passe. On dit que c'est le doyen du conseil d'administration. Est-ce que c'est acté? On est dans une situation qui n'a pas de précédent. Et donc c'est le CSA, dans les prochains jours, qui déterminera les modalités de l'intérim. Merci beaucoup. C'est à vous, Laurent. Merci Caroline, très belle journée à tous les deux.